Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Cet épisode a été réalisé au Salon Infirmier. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Aujourd'hui, on est avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Enchanté. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors moi je suis Guillaume de Cormeilles, je suis infirmier de formation depuis 2004 de l'IFSI d'Auxerre en Bourgogne. Important parce qu'on connaît Giroud, voilà l'importance de la VIA. Et puis actuellement je suis responsable des programmes pédagogiques de la Fondation Léonie Chaptal à Paris, donc à Sarcelles. Et en parallèle, j'ai mené une carrière universitaire dans le cadre de mon activité en tant qu'infirmier quand j'étais en réanimation. Et donc j'ai eu un master en sciences de l'éducation et j'ai bifurqué sur une thèse en psychologie cognitive centrée sur les apprentissages par la simulation numérique. Et donc de ce fil, je suis docteur en psychologie cognitive et expert en simulation en santé, puisque c'est aussi une facette que j'ai explorée durant mon activité professionnelle, en lien ou pas avec l'activité de sapeur-pompier volontaire en tant que lieutenant que j'ai eue depuis de nombreuses années. Voilà. Donc une activité, on va dire, hospitalière et universitaire à un moment donné. J'ai arrêté la partie secteur clinique pour me bifurquer là sur la formation au sein d'un IFSI privé. On commence toujours par cette question, mais c'est pourquoi la santé ? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir infirmier ? Qu'est-ce qui a poussé le jeune Guillaume à se lancer ? Bon alors ça remonte et effectivement on pourrait parler de vocation, mais la question elle n'est pas là. Pour être totalement transparent, et ça avait fait l'objet à un moment donné sur une faible bibliographie que j'avais publiée il y a très longtemps. Je me souviens, c'est quand j'avais 9 ans, et c'est vrai, ma mère a été hospitalisée pour un problème de santé grave. Et de fil en aiguille, je ne sais pas si c'était pour ça ou pas, mais il est vrai que j'ai orienté, on va dire, toute ma scolarité pour être infirmier. Et mon grand-père, à moi, paternel, était médecin, et en plus médecin, Légion d'honneur, avec au gradé, franc-maçon, enfin tu vois, avec tout Père Lachaise, avec quelque chose. Et je me suis toujours dit, je ne serai jamais médecin. Et est-ce que c'était pour les responsabilités à l'époque ? C'est ce que je pensais. Et je me suis dit, bon, c'est comme ça. Et donc j'ai orienté ma scolarité pour être infirmier. J'ai eu des embûches. J'ai redoublé 2 fois. Donc le CM2 puis la seconde, et en fait j'avais fait une seconde au départ plutôt scientifique en me disant c'est bien pour le concours infirmier. J'ai redoublé, j'ai dit bon j'allais plutôt sur économie pour toujours en lien avec les questions de culture générale à l'époque de le concours. Et puis finalement je me suis dit non mais en fait l'éco ça me plaît pas, je vais bifurquer et je vais faire SMS. Donc c'était exactement, ouais. Et anciennement F8, et donc j'ai bifurqué en première médico-sociale, terminale médico-sociale, pour toujours la vision vers le concours infirmier. J'ai passé 5 concours haut la main et j'ai choisi de rester à Auxerre pour faire mes études. Donc pourquoi infirmier ? J'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, depuis mes 9 ans, j'ai toujours orienté vers ça. Et derrière, à mes 18 ans, je suis rentré en tant qu'infirmier, en tant que sapeur-pompier dans un centre de première intervention dans mon petit village. Ouais. En tout cas, j'étais dans la partie, on va dire, plutôt paramédicale. Et est-ce que ma mère étant psychomotricienne, c'était de cette branche-là, alors que mon père était un professeur agrégé de philosophie ? Bon, voilà, j'ai eu 10 au bac en philo, ça m'a pas servi. Mais globalement... j'ai plutôt pris un penchant sportif et santé, qui était plutôt du côté maternel. Et peut-être que, et là je ne fais pas ma psychanalyse de rien, mais je reviens sur une partie universitaire que le côté paternel avait, quoi, finalement. Tu t'es dit que finalement, tu ne voulais pas être médecin, mais tu as trouvé le moyen d'être docteur quand même. Ça doit être ça. Dans notre spécialité d'infirmier, effectivement. Non, mais c'est important parce que du coup, tu es en train de nous dire que scolairement, tu n'étais pas le premier de la classe. Non. Et malgré tout, ça t'a pas empêché d'avoir une carrière professionnelle derrière hyper épanouie. Donc, effectivement, puis en même temps, les circuits ne sont pas toujours linéaires. Ouais. Y a eu un déclic.
quand ma mère, je me souviens, à l'époque, bon, dans les années 80, je vais peut-être me faire taper sur les doigts si on écoute ça, mais c'est vrai que les gens qui étaient dans les carrières BEP ou CAP, bah, c'était des gens qui étaient plutôt dans maçon, électricien, et à notre époque, en 1980, c'était plutôt, il faut peut-être pas y aller. Ouais. Et ma mère a dit, de toute façon, si tu sors pas, moi je te mets dans BEP, quoi. Et là, je me suis dit, non. et finalement, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, mais peu importe les gens qui font BEP, carrière sanitaire Oui. sociale, première d'adaptation médico-sociale, ça fonctionne. Les trajectoires, elles ne sont pas linéaires, au contraire. Et maintenant, par le biais de toutes les formations annexes qu'on peut faire, bien sûr qu'on peut y arriver. Et puis c'est ce qui fait aussi la richesse des soignants, c'est que du coup, Exactement. on vient de tous horizons sociaux, culturels, géographiques, donc c'est ce qui fait la richesse des prises en charge aussi qu'on peut proposer aujourd'hui. Hein. Mais après, c'est sûr qu'avec un petit peu de persévérance et une fois qu'on est dans la branche qu'on aime Ouais. et que ça nous attrait, il y a plus de facilité à se mettre dans la formation ou en tout cas à être dans l'auto-formation ou se mettre au travail aussi. Donc voilà. Et du coup, alors tu commences à bosser, tu commences par l'AREA tout de suite? Non. En fait, pour la petite histoire, donc moi je sors en décembre 2004 de l'IFSI d'Auxerre. J'avais accueilli brillamment avec certains de mes collègues les infirmières espagnoles qui étaient arrivées en masse sur Auxerre, petite ville de Bourgogne. Est-ce que c'était pour le vin ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, elles étaient là. Et je me suis dit, il faut qu'on les aide, il faut qu'on apprenne aussi nous l'espagnol. Et en même temps, elles travaillent avec nous dans ce CH à Auxerre. Eh bien, on va s'y Les impliquer. intégrer. Donc, in fine, bah forcément, 3 ans durant après, j'ai eu une relation avec quelqu'un, une espagnole, qui m'a donc amené à Toulouse, bien qu'elle était plutôt de l'autre côté de la barrière pyrénéenne. Et je m'étais dit, bah, Toulouse, c'est une super ville, j'y vais, c'est mon premier poste, et je prendrai ce qu'il y a à travailler. Et je me souviens, la DRH m'avait proposé un poste à la prison. Et j'ai dit, écoutez, si ça met un point négatif au dossier, j'y vais, mais sinon, c'est loin de ce que j'ai envie de faire, donc je n'y vais pas. Et elle m'a proposé les soins intensifs des maladies infectieuses et tropicales. Et là, je m'étais dit, ah là là, jamais j'irai, parce que le module infectieux, j'avais été une bille, et donc je m'étais dit, jamais je travaillerai là. Et elle me dit, en plus, c'est de nuit. Et j'ai dit, allez, banco, on y va. Et là, j'ai fait 3 ans de nuit, et je suis tombé dans un service qu'on ne pourrait jamais décrire si on n'y a jamais été. C'était la Cour des miracles. Service des maladies infectieuses et tropicales à Toulouse, c'était génial. On ne trouvera jamais... Enfin, si, on peut trouver bien sûr, mais il y avait le médecin, il s'assoit sur le lit, il connaît tous ses patients qui sont forcément parfois des prostituées, des toxicomanes, c'est des gens chroniques, Ouais. c'est des gens qui reviennent, et ils sont là. Moi, j'ai vécu des choses où il y avait le médecin dit, oui, allez, on t'enlève la perfusion périphérique, je te donne une permission de 2 heures, mais par contre, à minuit, tu reviens. Bon, elle a été faire ses affaires, elle est revenue. Qui voit ça dans un secteur? Ouais. Bon, bah, c'était comme ça. Voilà. Et donc, finalement, j'ai aussi eu la chance d'avoir des professeurs de médecine qui passaient 15-20 minutes sur de l'interrogatoire auprès d'un patient pour comprendre ce qu'il avait. Ouais. Et donc, je me souviendrai toujours d'une situation. Une patiente arrive, elle revient d'Afrique, elle avait des boutons sur la peau, elle avait de la fièvre, elle n'était pas bien, et elle avait des vomissements, des douleurs abdominales. Et le médecin interne de garde la met sous antibiotiques, et puis le médecin chef de service le lendemain passe 20 minutes d'interrogatoire. Et à la fin de l'interrogatoire, il l'ausculte, le cœur, les poumons, de manière assez approfondie, et il dit: c'est bon, je sais ce que vous avez. Un peu à la Dr House. Ouais. Et j'étais là, mais il lui dit: allez, donnez-moi 2 gants, je vais faire un toucher vaginal. Je crois, madame, vous avez une salpingite aiguë. Il lui dit à son interne: bon, tu demanderas juste une échographe au gynécologue, mais il n'y a pas de problème, Ouais. c'est ça. Pour confirmer le diagnostic. Quoi. Il a fait son diagnostic. Et là, je me suis dit, bah ouais, là, on a appris le sens clinique, on a appris que l'interrogatoire clinique était primordial. Et donc, finalement, de ce service que j'estimais au départ avec des a priori, a été révélateur de C'est sens. une super école. Et c'était une super école. Et au-delà de ces 3 ans-là, je me suis dit, quand même, il me manque quelque chose d'un peu plus technique, même si j'étais aux soins intensifs des maladies infectieuses, c'était des lits chauds. Eh bien, je vais aller en réanimation. Et je suis allé en réanimation en 2008.
Et là, je suis arrivé en me disant, mais en fait, j'ai 4 ans de diplôme, et là, je sais rien faire. Et le moindre patient qui tousse, je faisais de l'huile. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et normal, je savais faire des choses que je savais, c'est-à-dire tout simplement accueillir des familles, répondre à des patients, savoir analyser, faire quelques liens entre une tension et des choses, mais je ne savais rien faire d'autre. Et ça a été une grande école aussi d'apprentissage et de travail le soir, le matin, de me dire je révise mes calculs, mes dilutions. Et donc j'ai fait quasiment 15 ans, de 2008 à 2019, j'ai fait un peu plus, en réanimation. Et dans le cadre au fait, où j'ai été membre de société savante de la SRLF et de la commission recherche épidémiologie. Après, je me suis mis un petit peu à la recherche en sciences infirmières à ce moment-là, guidé par un médecin pour mettre en place des données probantes sur des nouvelles recommandations dans le cadre du mieux vivre la réanimation. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai mis le pied un petit peu dans la recherche et donc me spécialiser dans la partie de la réanimation. Et ce qui derrière m'a valu rencontrer beaucoup de personnes, certains mentors, comme Laurent Poiroux, qui a travaillé tant dans la recherche que la réanimation. Et puis derrière, ce qui m'a in fine permis d'être co-auteur du livre L'infirmier en réanimation l'année dernière. Voilà. Donc finalement, un parcours assez varié. Et d'où te vient de l'attrait pour la pédagogie? D'ailleurs, tu fais un master en sciences de l'éduc. Comment ça devient? Est-ce que c'est les élèves? Est-ce que c'est ou c'était plus profond que ça? C'était en toi, tu avais toujours envie? Alors, je me suis toujours positionné dans un postulat qui était comment je peux faire pour aider mon collègue ou l'apprenant à mieux comprendre pour réussir. C'est parce que j'ai eu cet enseignement-là par des gens qui m'ont encadré. Parfois, c'était simple. Et je me dis, mais il faut que je comprenne mieux les choses. Il faut peut-être trouver d'autres stratégies, d'autres modalités pédagogiques pour essayer de faire mieux comprendre et faire passer les messages. Et la première solution, ça a été par exemple dans le cadre de la mise en place du protocole de sédation en réanimation, il y avait une carte qui était l'échelle du RAS pour évaluer l'agitation des patients en réanimation. Et c'était un score mais très linéaire avec un tableau Excel avec un score, un état et une cotation. Et je me suis dit, il faut trouver quelque chose. Il faut créer un arbre décisionnel plus visible, plus clair pour que les infirmiers, quand on met en place quelque chose, puissent mieux comprendre. Est-ce que c'est de là ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, je me suis positionné à créer un outil. Et puis, j'ai eu quand même un déclic avec la simulation en santé, où un des médecins réanimateurs de l'époque que je côtoyais me dit « mais je te verrais bien formateur en simulation ». J'ai dit go, je vais postuler sur le centre de simulation qui ouvrait au CHU. J'ai fait la formation de formateur. Et de là, de fil en aiguille, effectivement, on fait de la pédagogie forcément dans ce cadre-là. Et en parallèle de tout ça, le master en sciences de l'éducation, pour moi, il était un petit peu, j'ai envie de dire, il est venu comme il devait venir, puisque je savais obligatoirement, déjà en réanimation, que dans l'évolution de notre profession, dans la carrière licence, master, doctorat, il fallait aller vers cette carrière-là. Je ne connaissais pas la temporalité, mais il y avait un de mes amis et mentors dans cette voie-là, qui était Sébastien Coiraz, qui a eu un master 2 en sciences de l'éducation, ingénierie et donc encadrement des services de santé sur l'université de Toulouse. Et je me suis dit, mais c'est un master qui rentre dans le champ de mes compétences, qui est en lien avec potentiellement ce que je veux faire. Et donc, il faut que je m'y inscrive. Et donc, in fine, je me suis lancé et j'ai poursuivi comme ça. Et tu l'as fait en parallèle de ton travail en Ouais. C'était forcément, donc l'institution à l'heure actuelle ne le voulait pas. Ouais. Je l'ai fait en plus de mon temps de travail. Sur tes fonds perso, du coup, aussi, j'imagine. Alors, on a eu une chance. Ouais. C'est qu'il y a eu, on n'avait que les frais de scolarité à verser, okay. Parce que l'université, comme avec les hospitaliers, il n'y avait pas un partenariat, mais c'était, elle permettait, c'était conventionnel, elle permettait aux hospitaliers de pouvoir le faire. Et j'ai réussi à négocier avec mon cadre supérieur de santé et les cadres que je remercie, d'avoir une journée sur la période de temps
moitié-moitié. Donc une moitié temps personnel et une moitié retirée du temps de travail qui était un peu décompté. Ok. Donc ça a été in fine, Il y a un mal pour un bien, il y avait quand même... Mais tu as trouvé une aide humaine. Exactement. Et moi, je m'étais dit, c'est pour ça que dans la thèse, dans la poursuite, je m'étais dit, jamais je ferai la thèse sur un temps hospitalier, en plus de mon temps de travail. Et il faut que ce soit quelque chose une orientation différente. Voilà. Une orientation différente par rapport à ou par rapport à la À thématique. tout. Ouais. Par rapport à la thématique, peut-être, par rapport au mode de financement, et surtout par rapport à je ne voulais pas continuer mon activité professionnelle, bien qu'en étant en 12 heures, on avait du temps pour le faire, mais pour moi, je le voyais de manière inconcevable. Et j'avais toujours eu un prof en Master 2 qui a dit « une thèse, un divorce ». Ça, c'est encourageant. Et c'était très encourageant, je me suis dit, là, je viens de me mettre en couple avec ma femme actuelle. À l'époque, je ne le savais pas, et je m'étais dit, C'est toujours l'espagnol du début? non, non. Ça a duré à peu près une dizaine d'années, mais effectivement, j'ai retrouvé une collègue de Réa avec qui on s'entendait super bien, et Karine, et donc qui est devenue ma femme. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça faisait à peine un an qu'on était ensemble, et je me suis dit, si je me lance en thèse de suite, il faut qu'elle soit d'accord, et il faut faut pas que ce soit une thèse, un divorce. Et donc, partant de là, je me suis dit, ce sera pas sur la réanimation, pas sur ce temps-là. Et de par mes réseaux, de par les gens que je côtoie, je me suis dit, mais il y a des modes de financement, le CIFRE. Et je crois que j'étais un des premiers infirmiers en France à accéder à ce dispositif-là, ce mode de financement, en lien avec une start-up. Et donc, c'est en ce sens que j'ai rencontré Sim4Health, présidé par Jérôme Leleu. Et donc, j'ai rencontré Jérôme en lui disant, écoute, voilà, je suis infirmier. J'ai un projet de thèse en CIFRE pour être financé, et l'idée que j'ai vient en lien avec les outils que vous proposez pour la formation des étudiants infirmiers. Je sais que vous avez déjà une thèse CIFRE en cours, donc il n'y a plus qu'à, il faut qu'on en signe. Alors on a fait passer un ou deux entretiens complémentaires, mais l'idée était là. Et Jérôme, il a cette qualité-là, il cherche aussi des profils atypiques. Ouais. Et donc, il fallait trouver aussi l'équilibre dans la CIFRE. Il faut qu'il y ait un intérêt pour l'entreprise, parce qu'il te paye. Et il faut qu'il y ait un intérêt aussi pour la thèse. Et donc, c'est là où on a trouvé le bon équilibre entre la mise en place de ces simulateurs numériques pour la formation des étudiants infirmiers qui venaient d'être co-construites avec l'ensemble des IFSI de la Nouvelle-Aquitaine, et moi qui travaille avec un laboratoire de psychologie cognitive. Et je fais juste une parenthèse parce que j'aime bien faire ça. Pourquoi un master en sciences de l'éducation? Pourquoi une thèse en psychologie cognitive alors que normalement on poursuit la thèse dans le cadre de son master? La question, je m'étais dit, mais moi je suis toujours un profil un petit peu en décalé ou un peu hybride, mais tous les infirmiers qui se lançaient dans les masters en général c'était sciences de l'éducation, la plupart du temps à l'époque. Et je me suis dit, mais il faut ouvrir un petit peu le champ. Alors, il y en a bien sûr qui l'ont fait dans la communication, d'autres en santé publique, d'autres dans d'autres voies, mais je me suis dit, la thèse, il faut qu'elle soit centrée sur les apprentissages et pour mieux comprendre comment fonctionnent les apprentissages des étudiants. Et en lien dans cette triangulaire qu'il peut y avoir entre les sciences de l'éducation, la formation de simulation, et il manquait un créneau qui était finalement comment les étudiants apprennent, et donc c'était la psychologie cognitive. Et donc finalement, je suis allé voir mon directeur de thèse en disant, voilà, j'ai pas de master en psychologie, je sais lire des articles scientifiques et de l'anglais. Maintenant, j'ai un financement potentiel et un sujet qui rentre dans le cadre de votre laboratoire. Est-ce que vous m'acceptez? Et bon, manifestement, il a dit oui. Et manifestement, je remercie Nathalie Huet qui m'a dirigé avec mon co-directeur Thomas Gerhardt, qui est maintenant le doyen sur l'UFR Santé à Toulouse, mais effectivement, qui était le directeur à l'époque du centre de simulation de Toulouse, et qui nous a aussi permis, parce qu'en tant qu'infirmier, trouver des directeurs de thèse, c'est pas évident. Et ce médecin anesthésiste réanimateur avait déjà cette vision aussi, puisqu'il avait encadré la thèse de Sébastien Coiraz à Dibanco. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a une triangulaire qui match. On peut être survoler plusieurs disciplines, mais elles sont complémentaires, donc j'y trouve un sens.
Et donc, j'y suis allé à fond. Et c'est fait partie de ces gens du coup qui t'ont tendu la main, qui t'ont permis, je sais pas si on peut appeler ça des mentors, mais c'est partie de ces mains qui t'ont été tendues et que tu as su saisir au moment et Ouais. qui t'ont permis de. Il y a des gens comme ça, alors effectivement, ils pourraient te dire attention, ne va pas trop vite, freine-toi. Effectivement, ça a toujours été un petit peu parce qu'on est sur beaucoup de champs, mais en même temps, si on veut créer des sillons par moment, Oui. on n'a pas le choix. Comme toi, quand tu as créé ton entreprise derrière, tu as été obligé d'affronter aussi des fois des refus, aller à droite plutôt qu'à gauche. Le chemin n'est pas linéaire. Je pourrais faire l'anecdote et ça m'a toujours été à un moment donné une peine que j'ai eue. Et quand je me suis lancé en thèse au départ, je voulais faire une thèse en co-tutelle avec les sciences infirmières sur Montréal. Et donc j'avais appelé tout mon réseau que je connaissais, dont Sébastien Colson, dont Julien Bouix, qui avait fait des thèses en co-tutelle. Et je leur dis, mais voilà, je pense qu'avec Jacinthe Pépin, on peut créer quelque chose en lien avec mathématiques. Eh bien, j'avais créé un dossier de 40 pages pour être. Elle m'avait admis de son côté canadien pour faire cette thèse en co-tutelle. Mais la partie financière est partie. Quel est le laboratoire en France qui va m'accueillir? Je me suis dit, j'ai mon directeur de thèse, c'est Monsieur Gerhardt. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit, mais non, mon laboratoire ne fonctionne pas pour ce type de thèse, pour toi. Et là, je me suis pris un veto. Et je me suis dit, mince. Bon, il faut rebondir. Et comment dire à Madame Pépin, qui est une immense professeure, que tout le monde aurait aimé avoir son encadrement et sa richesse d'expertise, lui dire en fait, je ne peux pas. Je lui ai dit, en m'excusant platement et pour lequel je me suis encore excusé il y a 3 années en arrière parce que c'était vraiment, voilà, comme un peu un. Je vais pas dire, je prends la controverse de ce qu'elle, mais j'avais eu son accord, tu vois, donc ça avait vraiment, je me suis senti un petit peu redevable vis-à-vis d'elle. Surtout qu'on avait travaillé avec Patrick Lavoie, qui était un de ses fidèles justement sur les thématiques. Et donc, et je me suis dit, bon ok, c'est pas grave, je vais rebondir, je vais trouver un directeur de thèse. Et c'est comme ça que je me suis lancé vers la psychologie cognitive via mon réseau d'infirmiers sapeurs-pompiers, parce que un des infirmiers, un des formateurs au niveau de l'école des sapeurs-pompiers à Toulouse me dit, est-ce que tu connais ma directrice de mémoire, de master, qui s'appelle Nathalie Huet? Je dis, bah non, mais elle travaille dans la psychologie cognitive, sur le numérique, contacte-la, je suis sûr que ça va marcher. Et c'est comme ça que je l'ai contacté. De fil en aiguille, de réseau, et finalement je l'ai contacté et ça a matché. Voilà. Donc finalement le parcours n'était pas si linéaire que ça. Mais par contre, effectivement, Thomas m'a ouvert et tendu la main parce qu'il ne m'a jamais lâché dans cette direction-là, même s'il était en co-direction. Madame Huet qui m'a tendu la main sans me connaître ni d'Ève ni d'Adam, mais elle a lu le parcours, le projet, et ça a matché. Donc finalement, bien sûr qu'il faut les remercier, parce que ça a été, et puis bien sûr, mon épouse, parce que c'est aussi, on est encore ensemble, on s'est mariés. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la partie familiale, elle est très peu souvent décrite dans le parcours de thèse. Et quand je conseille parfois des gens qui veulent aller en thèse, je leur dis oui, mais il faut aussi en parler au niveau familial. Parce que c'est un soutien, une aide. Et quand on se lance dans la création d'entreprise, dans tout, il faut qu'il y ait un suivi et un soutien. Quand on se lance dans des projets comme ça sur plusieurs années, avec aucune finalement garantie de résultat, de réussite, si on n'est pas soutenu, c'est quand même très très compliqué. Donc ça, on en parle souvent, mais effectivement. Et puis, il faut dire que le parcours doctoral, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Tu sais que quand tu rentres, tu signes ton papier, ok, l'école m'accepte, et tu as 3 ans, on va dire, jour pour vous. Voilà, et c'est partez. Mais c'est ça, c'est 3, 2, 1, partez. Et c'est qu'est-ce que j'ai anticipé en amont de ma venue en septembre pour pouvoir gagner du temps sur mes 3 années de parcours. Et c'est en fait, notre cerveau, il est pris H24 sur il faut que j'avance sur ça, je peux lire sur ça, il faut que j'avance là. Ton corps est présent avec ta famille, avec tes enfants, mais ta tête, elle n'est pas là. Et c'est 3 ans, tu es un fantôme, tu es présent physiquement, mais mentalement, tu n'y es pas. Et du coup, tu as fini ta thèse quand? En 2022, en 3 ans, 2019-2022. Et qu'est-ce que tu fais du coup après?
Et après, donc, forcément, j'ai poursuivi mon expérience avec Sim4Health en disant maintenant que tu m'as donné l'opportunité, Jérôme, de pouvoir faire ça, il m'a tendu la main, l'équipe, eh bien, j'ai dit je vais poursuivre. Et donc, on a trouvé une création de poste en tant que responsable de l'accompagnement pédagogique pour aider les formateurs d'IFSI à mieux intégrer la simulation numérique dans leur pédagogie. Et donc, j'étais en binôme avec une infirmière qui était commerciale et donc business développeur. Et moi, je faisais les réunions avec elle de cadrage, mais surtout d'accompagnement pédagogique auprès des établissements de formation. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai eu une opportunité avec la fondation Léonie Chaptal qui avait un projet d'envergure sur la création d'un bâtiment de simulation qui allait en lien avec son augmentation de quota des étudiants, mais surtout un bâtiment où on avait, j'ai envie de dire, une fondation qui permettait d'avoir, entre guillemets, carte blanche sur la création de projets. Et à l'heure où les sciences infirmières étant montantes, avec la création des postes de maître de conférence, étant à Toulouse, potentiellement, je savais qu'il allait y avoir des postes. Et je me dis, il y a un projet d'envergure, c'est pas Toulouse, c'est Paris. Bien qu'au rugby, on est meilleur. Non, mais je me suis dit, il faut que j'y aille ou pas. C'est quoi le penchant dans la carrière? Est-ce que je temporise? Et j'ai toujours temporisé un petit peu ce déclic, même si je savais qu'à un moment donné, la carrière universitaire, il faudra la mener de front ou en parallèle. Mais là, il y a une opportunité majeure dans la création d'un bâtiment dédié à la simulation, à la recherche en sciences, en simulation et dans les apprentissages. Et je me suis dit, wow. Avec un pool d'apprenants, un vivier infini. Avec un vivier de plus de 600 étudiants. J'apprends aussi que la Fondation a une appartenance avec la chaire d'intelligence artificielle de Cergy Pontoise, dans laquelle elle a déjà 2 doctorants en place, qui travaillent tant sur la stabilométrie ou sur des chatbots, sur les consentements éclairés de patients non francophones. Donc il y a quand même une culture de vouloir monter de l'innovation et de la recherche et de produire en interne des données probantes pour pouvoir la diffuser après. Et c'est ce que aussi a été un des penchants de Madame Chaptal à un moment donné, dans la création des sciences infirmières. Donc je me suis dit, il y a une belle opportunité, il faut peut-être la saisir. C'est comme ça que je me suis retrouvé en tant que responsable des programmes pédagogiques au sein de la Fondation. Et ton quotidien, du coup, aujourd'hui, au sein de la Fondation, ça ressemble à quoi? Tu inventes un nouveau programme de formation tous les matins? Alors, pas du tout. Et l'après-midi, tu le testes? C'est sur le papier, mais comme tout projet, comme toute institution, des fois, la route n'est pas linéaire. Et il y a des bifurcations, il y a des virages. Et c'est pas parce que c'est linéaire qu'il faut partir. Donc, il faut se lancer dedans, il faut être acteur là-dedans. Et en ce sens, peu de temps après mon arrivée, j'ai dû prendre un poste de directeur des soins par intérim, directeur de l'IFSI par intérim, puisque la directrice étant sortante, il fallait porter l'agrément temporairement en attendant un poste de directeur. Donc forcément, les actions d'innovation, de mise en place d'un programme, elles étaient en décalé, sachant qu'on avait recruté des ingénieurs pédagogiques multimédia pour nous aider. Donc c'était très frustrant de ne pas pouvoir être sur les fronts de départ, mais en même temps, il y avait le commun et il y avait un problème majeur et il fallait prendre les instances, programmer tant qu'on pouvait, tant bien que mal l'année suivante. Et il fallait faire le quotidien d'un IFSI que je ne maîtrisais pas du tout, que je ne connaissais pas du tout. Et il fallait s'appuyer sur des gens qui m'ont pu m'aider. Et je remercie les tutelles aussi qui ont été soutenantes et la Fondation. Et en mai, l'accueil d'une nouvelle directrice et qui, pour des raisons personnelles, est partie en province dans d'autres circuits. Donc on est dans le cadre d'un recrutement d'un directeur des soins. On a une nouvelle directrice par intérim qui fait la jonction. Ce qui fait aussi pour recadrer et mettre aussi les forces vives au bon endroit où elles devaient être. Donc quand même, durant ce laps de temps-là, puis mettre en place avec les ingénieurs pédagogiques, l'équipe pédagogique, de l'innovation dans la création de environnements 3D, 2D pour donner on va dire des jeux numériques aux étudiants en complément,
de se dire comment à 90 en demi-promotion on peut faire de la pédagogie innovante par petits groupes ou pas, alors qu'on n'a que 4 salles ou 2 salles. Ben, il a fallu faire Adapter, simple, adapter, montrer que c'était possible et puis de toute manière partir du principe que tant que l'étudiant n'a pas, j'ai envie de dire, le cul assis sur une chaise, mieux c'est. Donc il a fallu échanger avec des amis comme Loupi Pro, aussi avec Gary, des gens que tu as déjà interviewés, mais réfléchir aussi sur comment on peut amener les choses avec des étudiants en masse, avec des contraintes pour pouvoir mettre en place des choses. Et du coup, dans ce contexte, c'est quoi les innovations que tu suis actuellement? Parce qu'il y en a beaucoup, les innovations autour de la pédagogie, autour de la santé. C'est quoi les innovations que tu saurais, que tu guettes de loin? Alors, on ne peut pas mener tous les chevals de bataille, ça c'est sûr. J'essaie de repartir sur des choses déjà aussi un petit peu concrètes, simples, pour redonner aussi avec ne pas laisser sur le carreau l'équipe pédagogique, qui parfois n'est pas acculturée à cette innovation-là, pour lequel il faut les accompagner, parfois leur donner des briefs, Il faut les éduquer. il faut les éduquer. Donc parfois c'est quand on fait des réunions de travail sur un projet d'une formatrice, on lui donne des pistes, on refait des choses, on avance. Et forcément on ne peut pas mettre en place tout ce qu'on aimerait mettre de suite. Et je reprendrai une métaphore d'une de mes collègues qui me dit mais dans le béton on ne peut pas faire pousser des plants de tomates. Donc à un moment donné il faut aussi... Oui. non mais moi l'herbe elle n'est pas plus verte à côté, moi je vais casser le béton pour planter la graine. Voilà. Donc il faut travailler avec l'équipe, trouver les stratégies, les bons moyens. Et chaque personne aussi avance à son propre rythme dans l'innovation. Parce que parfois ça peut faire peur. Alors c'est pas utiliser parfois l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, mais même des outils simples. Faire des groupes de travail à 5 avec un peu de questions ou clap ou caout ou des choses dynamiques. Parfois ça se fait pas. Oui, c'est ça. Donc il faut aller par des choses simples dans un premier temps pour ensuite aller sur des choses complémentaires. Mais comme pour répondre à ta question sur l'innovation, comment moi je la mets, j'ai pris un penchant, bien que je mets en place différentes modalités pédagogiques en parallèle. Un des caractères innovants qu'on a mené cette année à la Fondation, c'est la mise en place de la semaine simulation pour remplacer une semaine de stage pour les étudiants infirmiers. Okay. C'est un projet pilote qui a été validé par la Commission européenne et par les instances et nos tutelles. Qui ira certainement, j'espère, dans le cadre de la réforme. Mais en tout cas, c'était de dire on va essayer d'harmoniser certaines pratiques de nos étudiants avant qu'ils aillent en stage et au moins qu'elles soient plus hétérogènes. Et donc, on a forcément fait des arbitrages sur les thématiques, sur les groupes, mais on a créé une semaine pédagogique avec une progression linéaire sur les 3 sessions de stage qu'ils ont dans leur première année. À ce stade, le projet reste pour les premières années. Peut-être qu'il y aura des évolutions pour les deuxièmes et troisièmes qui sont déjà dans les tablettes. Oui. Maintenant, il faudrait qu'on évalue évaluer l'impact du premier avant de pouvoir lancer les suivants. Et puis derrière, après, encore redemander l'aval avec les tutelles, parce que c'est quand même des choses qui sortent un peu des cadres. Mais il faut aussi noter que la région et l'ARS ont été réceptifs et ont accepté cette mise en place d'innovation. Et donc, ça a été aussi chronophage pour les formateurs, parce qu'il fallait construire des scénarios, des gens qui étaient, formés à la simulation, parce qu'ils le sont tous en tant que formateurs. À l'heure actuelle, on les a tous formés à la simulation en santé, mais le faire en live pendant une semaine, chaque groupe, les thématiques, passer... Les débriefings, tout ça. Ça a été éprouvant. Et donc, en ce sens, nous aussi, il a fallu réadapter, se réadapter avec le retour des feedbacks des étudiants, pour faire des thématiques plus courtes, plus en rapid learning à un moment donné, mais pour aborder aussi beaucoup plus de thématiques. Voilà. Et une des parts, et ça rentre en plein dans la thématique aussi de ce salon infirmier, qui est sur la santé des soignants, mais on a mis 1 heure obligatoire sur la gestion du stress et avoir 1 heure de thématique où on aborde comment déjà se reconnaître qu'on est stressé, quels sont les facteurs et comment, par quels moyens simples en tant qu'étudiant, je peux trouver des stratagèmes pour réduire mon stress à un moment donné en stage. Est-ce que c'est apprendre à respirer? Est-ce que c'est de la cohérence cardiaque? On a une formatrice qui est imaginologue, qui a été formée, qui est sophrologue,
Et j'ai dit, mais toi, eh bien avec toi, on va faire. Ouais. Et donc, elle a créé des supports parce que forcément, n'importe quel Ça formateur n'existe pas. n'est pas. Voilà, si je lui dis, mais tu dois animer un cours sur la gestion du stress, Mm. elle n'est peut-être pas à l'aise. Ouais. Donc, j'ai dit à cette collègue, Jocelyne, qui mais crée-moi un support, enregistre-toi ce soir, 1 minute 30, 3 minutes, et une version en 5 ou 6 minutes de cohérence cardiaque, et t'apprendre à respirer comme quand tu fais tes séances, toi personnellement. Comme ça, on passe cette partie Ouais, là. vidéo audio à l'ensemble des groupes, chacun dans leur salle respective. Et ensuite, on a regardé l'évaluation, ça a été un miracle. C'était génial. Depuis, elle fait ces séances-là avant certaines évaluations, avant certains passages de mémoire d'étudiants qui sont en demande. Et donc, on l'a mis en place. On va le mettre là parce que je te parle de ça, c'est Oui. tout récent. On va le mettre là en place entre midi et 2 pour, au départ, 10 personnes. Et on va augmenter parce que la demande est majeure. Et donc, ça a été un des projets de dire, à chaque session de semaine simulation, on met cette gestion du stress. Et derrière, on met en backup, on leur donne Des eh bien, outils. ces outils-là. On leur a mis l'audio pour qu'ils le téléchargent sur leur smartphone, pour qu'ils l'écoutent dans le RER, dans les transports, chez eux. En plus, c'est pas grand-chose, mais Et c'est un petit toujours- plus. ouais. Voilà. Et c'est ce que j'apprécie dans l'approche, c'est ce que j'essaie de défendre toujours, c'est que l'innovation, elle vient au service d'un outil, d'un objectif. En fait, l'innovation, c'est un outil et elle vient. Ton objectif, c'est d'homogénéiser les pratiques des étudiants. Comment tu peux le faire? La meilleure façon que vous avez identifiée pour le faire, c'est une semaine de simulation. Et c'est pas juste, on vient incrémenter dans le parcours une semaine de simulation parce que ça fait bien de le dire. Il y a un vrai objectif. On veut réduire le stress de nos étudiants, on leur propose de la cohérence cardiaque, parce que c'est le meilleur outil à la santé qu'on a trouvé. Et aujourd'hui, j'ai peur qu'il y a beaucoup c'est le ressenti que j'ai, il y a beaucoup de gens qui font de l'innovation pour dire qu'ils font de l'innovation, ils ne comprennent pas que l'innovation c'est un outil qui doit être au service de Bien quelque sûr. chose, qui est un peu plus... Bah, attention, il y a le côté lobbying. Ouais. Je reprendrai aussi une métaphore, mais chaque IFSI vend la même baguette de pain, entre guillemets. Si on devait se transposer ça avec la boulangerie, qu'est-ce qui fait que tu vas dans telle boulangerie et dans une autre? Ouais. C'est peut-être le caractère innovant, c'est peut-être l'accompagnement, c'est peut-être les stratégies mises en place. Donc finalement, il faut se démarquer à un moment donné. Donc forcément, l'innovation, celui qui vend plus, qui a plus de simulation, plus de réalité virtuelle, est-ce qu'il va mieux former que les autres? J'en sais rien. C'est aussi comment je le mobilise en intérieur. Donc finalement, l'innovation, elle est par des choses aussi simples, par moment. Par contre, c'est de le faire vivre et c'est qu'elle soit adhérée par tous, par l'équipe pédagogique. Parce que seul, moi, si, alors on pourrait dire, j'exerce, j'essaye de mettre en place un certain leadership pour que ça marche, etc. Mais il faut amener une équipe, il faut qu'elle l'intègre, il faut qu'elle le comprenne, il faut qu'elle se sente capable de le faire pour que derrière, elle soit une petite graine qui va véhiculer ça auprès de nos étudiants. Et après, on pourra aller un peu plus en profondeur. Par exemple, là, avec une nouvelle formatrice qui est arrivée, qui pour le coup, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais en tout cas, comme c'est un IFSI privé, on peut encore avoir la chance d'avoir des infirmiers de terrain qui soient non masterisés Oui. dans la formation. Elle est là, elle est infirmière, comme toi et moi, sans bagage. Et je dis, mais je vais te montrer un peu d'innovation, un peu de pédagogie. Eh bien, elle a créé, avec notre ingénieur pédagogique, un petit jeu virtuel sur la prise de sang, avec les bonnes questions à dire, après t'en passes, à vérifier le dossier, à regarder l'ordre des tubes, etc. Parce qu'elle était experte, elle venait de ce laboratoire de prise de sang. Et donc, elle a mis en place quelque chose de création, qu'elle a donné en plus aux étudiants. Et je lui ai dit, avec toi, on va tester en 90 étudiants comment on peut faire des petits groupes autour d'une même thématique et que chaque étudiant travaille sur 5 questions qui soient les mêmes pour chaque thématique différente et qu'à l'issue de ça, chaque groupe va présenter à l'ensemble des autres groupes ce qu'ils ont fait. Mais il y a un cadre par la présentation avec le même niveau de réponse attendu par les questions posées. Et ensuite, ils avaient libre le choix de présenter par la manière dont ils voulaient le support, PowerPoint, ce qu'ils voulaient. Et elle avait un objectif de cadrer ce qui devait être dit avec un peu j'anime une discussion de gens qui présentent en disant attention, là c'est bon, là c'est pas bon, là il faut peut-être plus dire ça ou pas. Donc elle avait un rôle un petit peu de médiateur. Okay. Et finalement, les étudiants, ils devaient présenter à leur père
des notions de définition, de traitement, d'effets secondaires, de rôle propre sur une pathologie. Les autres faisaient pareil. Et finalement, ils se sont auto-formés. Et elle avait juste un rôle de cadrant. Ouais. Et donc, finalement, on peut s'apercevoir qu'aussi, bien, elle a mis son service de ses propres connaissances sans avoir des techniques en pédagogie folles, mais simplement pour mettre une animation de groupe. Et ça a été super bien accueilli par les étudiants. Et je lui avais demandé, mais est-ce que tu te sens à l'aise avec l'approche? Et elle m'avait dit oui. Bah, je dis, on essaie. Si on se plante, on change. Ouais. De toute manière, on ne fera pas de mal. Et donc, finalement, voilà comment on a pu mettre aussi une petite graine de plus dans une modalité différentielle avec un groupe un peu important d'étudiants. Alors maintenant, avec le nouveau bâtiment, c'est vrai qu'on aura plus de salles, plus de salles de simulation. Ça permettra de faire plutôt une approche en petit groupe. Mais qui dit petit groupe dit plus de formateurs. Ouais, bien sûr. Donc des contributeurs ou des animateurs de séquences. Donc il faut aussi que chacun puisse y trouver son compte. Donc c'est pas évident à amener tout ça dans la conduite Ouais. au changement. Et puis après, il y a aussi de la logistique à mettre en place, il y a des intérêts économiques, il y a tout ça. Donc, avoir des salles, C'est ça pas suffit pas. Non. Du coup, on a vu que tu as balayé ta carrière et que tu as eu beaucoup d'expériences différentes. C'est quoi les grands défis que tu as rencontrés qui t'ont marqué? Le premier défi, ça a été de réussir mon intégration en réanimation. Ouais. Parce que c'est un vrai service technique avec beaucoup de choses. Et j'ai mis un certain nombre de temps pour m'acculturer à ce service et à comprendre et d'être maîtriser mon environnement avant de pouvoir ne serait-ce que focaliser, me centrer sur le patient. Et le deuxième défi, ça a été vraiment aussi de mettre en place toute la partie sur les soins de confort et la réhabilitation des patients. Et donc finalement d'avoir ce deuxième temps de recul dans la prise en charge des patients de réanimation et de vraiment comprendre l'impact des soins. Quand on a mis en place avec Cédric Baron le silence en réanimation et arrêter l'intégralité des alarmes dans les chambres, c'était un changement de paradigme. C'est incroyable, parce que moi aussi, je me battais pour ça, je trouve ça insupportable. Et je me battais contre les alarmes qui sonnaient et les soignants qui restaient en salle de soins avant le scope. Si ton alarme elle sonne, ça veut dire que tu dois te lever et aller faire un truc. Exactement. Donc, si elle sonne et que tu n'as rien à faire, tu règles ton alarme. Ah, c'était insupportable. Et ça a été un gros défi, donc ça en fait partie. Bien sûr, forcément, la réussite, quand tu t'engages dans quelque chose, le master, il fallait le réussir. La thèse, il fallait la réussir et j'avais des objectifs à 3 ans. Réussir ma vie familiale aussi, Ouais, ça en fait partie. Et puis derrière, après, forcément, il y a des priorités. Et les priorités, elles ont été d'une part la famille, mais en parallèle aussi la partie universitaire et la partie professionnelle. Les deux sont liés. Et c'est aussi des reproches qui me sont faits parfois par ma femme en me disant tu travailles trop, tu es trop ci, tu es sur beaucoup de choses. C'est vrai, mais c'est ce qui aussi m'attrait. Ouais, bien sûr. Et puis après, c'est ce qui te rend heureux, entre guillemets. Donc c'est difficile de te priver de ton quotidien. Et le dernier défi, et les gens qui me connaissent le savent, moi c'est de mettre mon réseau, parce que j'ai appris ça par la start-up de manière très horizontale. Et Jérôme m'a ouvert son réseau. Et c'est d'ouvrir mon réseau aux autres pour les aider, pour qu'ils réussissent dans leur vie professionnelle. Et parce que derrière, in fine, le but, c'est émanciper notre profession, émanciper les sciences infirmières. Parce que si quelqu'un d'autre a une thèse derrière, a un master, ça va permettre de promouvoir aussi l'enrichissement et la richesse de cette profession-là. Donc moi, je mets à disposition mon réseau de manière totalement gratuite, sans retour. Et ça, c'est un de mes défis. Ok. On arrive au bout de notre entretien. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, une expérience de soins, quelque chose qui t'a marqué et que tu gardes toujours au fond de toi, quelque chose qui te reste? Ouais. J'en ai. J'ai une anecdote et puis après un petit mot-clé. Oui, bien sûr. J'ai une anecdote, c'est avant de partir de réanimation, quand je te disais que les soins de confort et la personnalisation des soins, c'est pas juste je sais mettre un pouce seringue, je sais faire un bon soin de bouche, je sais faire quelque chose de technique, non. Mais d'arriver à, d'une part, à demander aux médecins réanimateurs de dire ce patient-là, tu sais pourquoi on l'a rentré? Parce qu'il est OH chronique. J'ai appelé son infirmière libérale. Son infirmière libérale, je sais combien de doses de pastis il boit tous les jours. Si tu veux le sortir de réanimation, il faut introduire du pastis. Et je l'ai appelé ça pastis réa. On a fait venir une bouteille de Ricard, on lui a donné un fond.
ça a diminué tout ce qu'il fait. Il a été plus opérant dans les soins qu'on lui faisait Ouais. et on l'a sorti de réa. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. On sait très bien que des fois, on Ouais. donne de l'alcool à des patients OH en service, c'est normal. Mais là, je me dis, ben, la réanimation, il faut lui recréer un cadre pour qu'on puisse sortir de réanimation. Sinon, on ne l'aurait pas sorti. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? Ouais. Et pareil, on n'a pas eu dommage parce que, mais il y a une médecin réanimateur qui m'a dit OK pour faire venir le chien de ce patient en réanimation. Je sais que dans le groupe humanisation, les soins intensifs, dans le monde entier, ça se fait. Je dis mais bon, à Rangueil, à Toulouse, on peut le faire. Mm. Elle était OK, sauf que le chien, il aurait été sa voisine m'a dit non, il n'aurait pas accepté de rester 3 heures enfermé dans la voiture juste pour les 10 minutes avec le patient. Donc on ne l'a pas fait. Mais on a réussi à faire sortir les patients à l'extérieur du service avec un médecin et une infirmière qui les accompagnaient Ouais. pour leur faire prendre l'air et se dire mais c'est pas grand chose, ça nous demande de l'énergie, ça nous demande 20 minutes de préparation, ça nous demande de mobiliser du Parce monde, que mobiliser mais- des patients de réa, c'est un calvaire. Hein. percevoir que ton patient prend un peu d'air frais dans un moment où il a passé 3 mois en réanimation, Ouais. tu te dis mais ça valait le coup. Et ça, c'est une vraie anecdote de soins qui, moi, m'a animé tout au long de la carrière. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de le promouvoir en ce sens. Et le dernier Et donc, point, ton mot-clé, c'est mon pastis. mot-clé, non, c'est pas pastis réa, c'est, j'ai envie de dire, hashtag oser. Ouais. Oser ouvrir les portes à un moment donné, oser aller voir le bon interlocuteur. S'il faut avoir les bonnes réponses et que c'est ton N+2, ose aller le voir. Ose demander aux bonnes personnes les bonnes informations. Ça m'a valu des embûches, j'en ai reconnu encore. C'est pas grave. L'important, il faut aller de oser vers. Ouais, moi je dis toujours, il y a toujours plus de risques à pas essayer que essayer et échouer. Et je crois que tu es aussi bien placé pour le savoir avec ouais, tout ce que tu bah, crées aussi en parallèle. Alors, on essaye, mais ça n'empêche pas de prendre des murs, hein, comme tout le monde. Mais en fait, je crois que c'est partie du chemin quand on veut essayer de faire d'autres choses, en fait, tout simplement. Exactement. Et sachant que le but, bah oui, il y a des moments donnés, il est peut-être personnel, mais c'est pas que. Parce qu'on sait derrière, si ça permet d'aller mieux former soit des soignants, bah, in fine, nos soignants, c'est les patients, etc. Et donc la boucle est bouclée. Mais c'est sûr que c'est des chemins détournés pour. Mais en tout cas, c'est le combat du quotidien. Bah, super. Bah, merci beaucoup, Guillaume, pour cet échange. C'était super intéressant. Merci à toi, Alex. Et puis à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Bon salon. Merci.